En général, on est plutôt sur des expositions de peinture avec des sculptures qui accompagnent souvent les tableaux, mais qui ne sont pas le thème. En général, voilà, on a fait quelques expositions sur des sculpteurs. Il y a eu par exemple Jeanne Pouplet, une sculptrice qui a été très connue, qui a eu une grande reconnaissance puisqu'elle a fait de très beaux nus, des animaux, et elle avait fait des masques pour les gueules cassées pendant la guerre. Donc on lui avait rendu hommage il y a quelques années. On a rendu hommage à Rosa Bonheur, bien sûr, qui a fait de la sculpture dans sa jeunesse, mais c'est vrai que c'est très rare des expositions totalement consacrées à la sculpture. En ce moment, il y a donc à la Galerie des Beaux-Arts 3 expositions. Denis Monfleur au rez-de-chaussée qui se poursuit dans les 2 ailes du musée, mais aussi dans la cour d'honneur de la mairie, dans le jardin, sur le parvis de la Galerie des Beaux-Arts, à la gare de Bordeaux et à Mériadec. Donc, Denis Monfleur, un artiste périgourdin, donc qui est présenté au rez-de-chaussée de la Galerie des Beaux-Arts, dont on peut toucher les sculptures, à la galerie, pas au musée. Et puis, enfin, au sous-sol, une exposition qui s'intitule Resculpter les énergies, autour des œuvres de Khaled, de sculpteur. Et bien évidemment, à la galerie, au premier étage, Prière de toucher, l'art et la matière. Alors, en ce moment, vraiment, c'est intéressant de comprendre que ce sujet de la sculpture, il intéresse vraiment en général le public, qui souvent a envie de toucher. C'est ce qu'on disait à l'instant. On a souvent, quand on visite un musée, la tentation. Moi, je vois souvent des personnes, notamment devant le Mozart de Carniello, au musée, par exemple, des Beaux-Arts. C'est une très belle sculpture en marbre. Je vois souvent des mains, et puis qui, au dernier moment, se retirent parce que les gens se rendent compte, bien sûr, qu'il ne faut pas toucher l'œuvre. Mais il y a toujours cette envie de toucher l'œuvre. Alors, on connaît bien sûr le terme de caresse de dévotion dans les lieux religieux ou mystiques, où on va toucher une sculpture parce que ça porte bonheur. Ça peut être la Vierge Marie ou le pied de Saint-Pierre, etc. Et on comprend à quel point toucher, bien sûr, a un impact sur l'œuvre elle-même, puisque la caresse de dévotion, en général, elle se traduit sur la matière par un manque au fil des années, des siècles. La sculpture va perdre de la matière. Donc on a l'habitude de dire prière de ne pas toucher, en général. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une galerie tactile qui a été imaginée. Alors là, vous avez à l'écran l'affiche du Musée des Beaux-Arts, où on a choisi l'œuvre en couverture de Carpeaux, qui est l'œuvre qui a été choisie à Bordeaux, qui représente une belle bacchante. Je développe un petit peu pour que vous ayez, vous qui ne voyez pas, quelques idées des images que je défile. Et on voit 2 mains qui touchent le visage de la bacchante au rose numéro 2. Donc, c'est vraiment une belle œuvre que les gens admirent au Musée des Beaux-Arts, que nous avons choisi de reproduire pour cette exposition. Alors, à l'écran, une image où on voit justement la Pietà de Michel-Ange, où il y a marqué qu'il ne faut pas toucher, que c'est très fragile, voilà, qu'il faut un maximum de sécurité. Donc ça, c'était un article qui était paru en anglais, vous voyez, sur l'idée du toucher. C'était en 2015, donc toucher les sculptures, c'est un sujet qui bien sûr interpelle et qui nous fait réfléchir depuis des années. C'est pas habituel, évidemment, dans les musées. Là, il s'agit de reproduction, c'est bien ce qu'il faut rappeler, puisqu'on ne pourrait pas toucher des œuvres originales. Nous avions à Bordeaux, lors d'une exposition qui s'appelait Bacchanal, intégré une sculpture que le public pouvait toucher, mais c'était une œuvre inachevée en pierre qui représentait une bacchante. Mais voilà, c'était pas une œuvre à collection ou une œuvre qui était terminée. C'était parce qu'elle était inachevée qu'on pouvait la toucher. Alors, donc le Musée des Beaux-Arts s'attache depuis plusieurs années à mettre en valeur le médium, qui est souvent délaissé, celui de la sculpture, en l'associant notamment aux collections de peinture. Si vous allez au Musée des Beaux-Arts, dans les 2 ailes, l'aile Bonheur et l'aile Lacour, on peut découvrir la collection qui est présentée de manière chronologique. Et nous voyons des œuvres sculptées à côté des tableaux. Et par exemple, ce qui est superbe, c'est de voir un tableau de Delacroix qui représente la chasse au lion, et puis de voir à côté les sculptures de Barye, son ami. Donc c'est toujours intéressant de confronter peinture et sculpture. Et notamment dans l'aile Bonheur, il y a tout un couloir qui va jusqu'au bout, qui donne une très belle perspective où on voit les sculptures en regard avec les peintures. Donc ça dialogue, et c'est toujours très intéressant de faire cela. Donc nous avons eu notamment dans l'exposition Bacchanal des œuvres aussi prêtées par le Louvre, qui avaient enrichi le parcours de sculpture aussi à l'époque. Alors l'exposition Prière de toucher, l'art et la matière, elle est aux antipodes, je vous remonte l'image, des codes de visite habituels dans les musées.
puisqu'on nous invite à une expérience étonnante sensorielle de la sculpture. Alors on visite seul, les yeux bandés, avec un audio-guide ou en binôme, ou avec un proche ou un médiateur. On peut toucher, palper, manipuler, sentir la pierre, la terre mouillée, la fonte, puisqu'il y a un dispositif tactile et olfactif qui permet vraiment une immersion au cœur des œuvres. Alors, la visite, elle peut se faire en effet seule. Peut-être que certains y sont allés en individuel, mais on peut arriver aussi en famille ou avec des amis. Nous avons des médiateurs. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de Lola, qui a accueilli le public jusqu'au mois de septembre. Nous avons aussi des surveillants qui ont été formés pour accueillir le public, puisque c'est une exposition qui nécessite un minimum d'explications lorsque l'on arrive dans les salles, puisqu'on va vous dire d'utiliser tout d'abord du gel hydroalcoolique et ensuite d'utiliser un bandeau. Et puis on va conduire les visiteurs vers les sculptures, puisque pour bien vivre l'exposition, il ne faut pas avoir vu les œuvres avant de les toucher. C'est vraiment l'idéal si on n'a pas fait son petit tour avant, parce qu'on a vraiment la découverte par les mains. Et l'exposition va nous révéler en effet qu'il y a une méthodologie du toucher, et puis on comprend bien sûr la difficulté mentalement de reconstituer une œuvre que l'on touche, et puis on comprend bien sûr que pour les non-voyants, c'est très compliqué, en effet tous les jours, c'est ce que me disent les gens qui visitent souvent, me disent « oh là là, c'est vraiment pas facile », et on s'en rend compte vraiment dans l'exposition. Alors, au départ, tout a commencé à Montpellier, donc c'est au musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, en partenariat avec le Louvre. Donc le musée Fabre avait voulu créer une exposition avec une galerie tactile. Donc à l'écran, je diffuse l'affiche de l'exposition avec l'œuvre qui avait été choisie pour l'affiche. Donc nous y voyons donc une œuvre de Houdon avec une main qui touche l'œuvre, avec le titre de l'exposition. Alors je fais des descriptions parce qu'il y a des personnes malvoyantes dans la salle. Et vous voyez ici à l'écran donc justement une personne qui est en train de toucher le front de Cérès l'été. Voilà, donc à Montpellier, donc il avait vraiment cette volonté de sensibiliser à l'altérité, donc à travers la perception tactile des personnes aveugles et malvoyantes, tout en menant une politique d'accessibilité ambitieuse. Alors depuis quelques années, les musées réfléchissent beaucoup à l'accueil des publics et à mettre en place des dispositifs qui permettent l'inclusion. Ça, c'est un grand mot aujourd'hui dans les musées, l'inclusion. L'exposition La Galerie Tactile, elle est dédiée à tous les publics, que ce soit des plus jeunes aux plus âgés, mais aussi aux personnes qui voient, qui ne voient pas, toutes les personnes. Nous avons d'ailleurs dans l'exposition des classes de maternelle, et puis on peut avoir tout de suite après un EHPAD qui vient visiter. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça touche tout le monde. Mais elle a été aussi organisée en amont avec des associations qui vont participer à des visites que j'ai appelées inclusives, puisque ces personnes qui sont venues visiter l'exposition avant l'ouverture viennent en tant que médiateurs aider les visiteurs. Donc les associations, c'est l'AFTC, l'association des familles de traumatisés crâniens. Il y a 3 associations qui se préoccupent des déficients visuels, le GIHP, l'APIDV et l'UNADEV. Il y a aussi l'IRSA, le CRIS, le centre hospitalier de Cadillac qui a participé, France Alzheimer. Il y a aussi l'association Marie de Luz qui s'occupe de jeunes filles en difficulté. Et puis l'association Culture hors limite. Donc vous voyez, toutes ces associations sont venues en amont avec leurs patients ou les membres pour participer. Et donc les visites inclusives rencontrent un grand succès. Par exemple, il y a 15 jours, il y a eu l'association des traumatisés crâniens qui a aidé des personnes non-voyantes à visiter l'exposition. C'était un très beau moment de partage. Vous voyez. Et ça donne confiance aux personnes qui sont en général un petit peu dans un manque de confiance. Ça leur donne vraiment confiance vraiment de se trouver en situation à aider une autre personne. Bon, j'ai mal formulé ma phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. L'exposition, elle a été possible grâce à Frame. Alors Frame, on connaît la traduction en anglais, c'est pas ça, mais là Frame c'est un réseau. Donc il y a vraiment un engagement
au niveau de FREM depuis plusieurs années. FREM au départ, donc ça veut dire French American Museum Exchange. C'est un réseau de professionnels. On s'est réunis une fois par an en France ou aux États-Unis afin de confronter nos pratiques vis-à-vis des publics. Au départ, ce réseau était prévu pour organiser des expositions et faciliter les prêts entre France et États-Unis. Mais depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup de programmes pédagogiques qui sont mis en place entre la France et les États-Unis, mais également des projets qui visent à améliorer nos pratiques vis-à-vis de tous les publics. Par exemple, aller en prison, aller dans les hôpitaux psychiatriques, faire des ateliers, développer le hors-les-murs, se questionner sur la question du numérique dans les musées. Oui, toutes les questions d'actualité, en fait, sont discutées dans ce réseau. Et là, pour l'exposition La Galerie Tactile, il y a 6 musées du réseau FREM qui ont voulu organiser cette exposition. Donc le réseau FREM, ce sont 32 musées nord-américains et français. Et Montpellier, qui au départ a fait la première exposition, est membre du réseau. Alors, Bordeaux est membre fondateur du réseau FREM. Et donc, c'est vraiment un réseau qui a permis de mettre en place cette exposition, puisque quand Montpellier a créé sa galerie tactile, nous l'avons tous visité et on a essayé de voir comment on pourrait imaginer une exposition itinérante qui irait en France et aux États-Unis. Alors, vous voyez, par exemple, là, c'est les réunions. Je vous ai mis une photo de souvenir de ma part. Vous me voyez peut-être à l'écran si vous cherchez. Donc, en général, oui, on se retrouve et on réfléchit lors de réunions aux questions des publics. Donc là, c'est un exemple. Ça, c'était aux États-Unis. Peut-être, je ne sais plus où c'était. Et en général, ce sont des réunions où on essaie de mettre en place des partenariats entre la France et les États-Unis. Donc, il faut bien parler anglais. Les Anglais, enfin les Américains, ils parlent que dans leur langue. Hein, donc, c'est à nous de traduire en général tout ce qu'ils vont dire. Et donc, dans ces réunions, vous voyez là, par exemple, c'était les premières réunions qu'on avait faites à Lyon au sujet de la galerie tactile, puisque dans chaque ville où est passée l'exposition, on a essayé d'améliorer ce qui ne fonctionnait pas et même de rajouter des éléments. Par exemple, on a en cours de route, on a imaginé aussi des dispositifs pour aller hors les murs qui complètent l'exposition. Par exemple, si je vais dans un hôpital psychiatrique faire un atelier, je vais amener un peu des outils pédagogiques qui ont été conçus après, vous voyez, parce qu'on a discuté, on s'est dit que ça manquait. Alors donc, ce sont 6 musées qui ont participé, Lille, Lyon, Montpellier au départ, comme je l'ai dit, Nantes et Rouen. Donc là, je vous ai mis une carte de France où on voit donc les 6 musées qui ont voulu participer avec les œuvres choisies dans la collection, puisque tout part des collections permanentes avec la volonté de créer un parcours d'histoire de l'art de la sculpture qui va de l'Antiquité à nos jours. Le fil conducteur de l'exposition, c'est la figure humaine. Ce sont des hommes ou des femmes qu'on touche en sculpture. Il y a une œuvre abstraite que l'on aperçoit à gauche, c'est celle de Nantes, Martapan, qui est une œuvre en bois, en noyer, qui est très très agréable à toucher, hein, puisqu'elle bouge, elle est mouvante. Pour les autres sculptures, ce sont des représentations de personnages. Alors dans différents matériaux dans les œuvres d'origine, mais qui là ont été reproduites avec de la résine et de la poudre de marbre compactée, à l'exception de l'œuvre de Martapan, Balance en deux, qui elle est en noyer. Alors, je vous ai mis quelques images à l'écran de la galerie tactile du Louvre, la première, hein, qui avait souvent intéressé tous les musées, parce que c'était vraiment un événement en France qu'un espace soit consacré vraiment à la sculpture et que le public puisse toucher les œuvres. Je me souviens, moi, dans les premières réunions des musées, on se disait toujours, mais comment on va expliquer aux visiteurs que ça, ils peuvent toucher, et qu'après, quand ils vont dans la collection, ils vont pas pouvoir toucher. Donc, souvent, ce qui a été fait, c'est que c'était des espaces bien distingués, hein, bien différenciés, fermés, pour pas qu'il y ait des tentations après de toucher les sculptures qui sont proches. Alors, on verra qu'à Lille, ils ont intégré dans leur parcours permanent des éléments qu'on peut toucher, mais il y a toute une signalétique qui permet de savoir ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas toucher. Alors, au Louvre, vraiment, c'était un événement en France quand il y avait eu cette galerie tactile pour les musées, et avec des cartels écrits en braille à côté des œuvres. Et vous voyez, en haut du cartel, on voit qu'il y a un audio guide, puisque beaucoup d'expositions tactiles sont complétées par des audiodescriptions faites par des personnes qui ne voient pas. Et pour le cas de la galerie tactile, c'est Laure Olives à Montpellier, qui est consultante en médiation et qui a fait part de toutes ces difficultés lorsqu'elle visitait des musées, et qui a permis justement de partager son expérience du toucher
Et elle a fait des descriptions qui sont remarquables. Et si vous venez visiter l'exposition, il faut à tout prix écouter à l'audioguide les fameuses descriptions. On peut choisir une des œuvres qu'on a aimées, par exemple, et écouter la description de Laure Olives. Donc, vous voyez, au Louvre, c'était la même chose au départ. Donc, on s'est beaucoup inspiré de l'expérience du Louvre avec, notamment, par exemple, vous voyez, dans l'image qui est en haut à droite, on voit un bas-relief très faible, un scacciato. Et on voit qu'il y a l'œuvre originale à côté de l'œuvre à toucher. Et je me souviens quand on avait fait les premières réunions, on s'était dit, oulala, mais les gens, comment ils peuvent savoir ce qu'ils peuvent toucher ou pas, voilà. Toutes ces questions, on se les pose quand on met en place une exposition comme ça. Hein. Il faut faire attention à pas inciter les gens à toucher une œuvre de la collection. Voilà. Alors, en ce moment, si vous avez peut-être regardé dans le quotidien de l'art, il y a un article justement sur le Louvre. Le Louvre réinvente sa galerie tactile. Donc, vous voyez, ça date du 9 octobre 2023. Et ils ont fait un petit rappel, voilà, que la fameuse aile de nom avec la galerie tactile, la famille galerie tactile, pardon, dans l'aile de nom, avait été ouverte en 1995, ce qui était très tôt. Vous voyez, pardon, on est en retard, mais l'important, c'est d'être là. Un lieu consacré au toucher, au Louvre. Et vous voyez, aujourd'hui, le Louvre essaie d'améliorer sa proposition. Et d'ailleurs, ce qui est marqué, vous voyez, le lieu a été repensé afin d'être plus interactif. Alors, il faudra aller voir. Je ne suis pas allée. Je ne sais pas si certaines personnes ont vu, voilà, mais c'est tout récent, donc il faudrait voir ce qu'ils ont changé. Et la photographie ici à l'écran fait partie de l'article. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça aujourd'hui, la galerie du Louvre, avec les œuvres à toucher. Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a du mobilier adapté. Alors, à Bordeaux, si vous venez visiter l'exposition, il y a une glissière qui permet de se diriger. Et lorsque l'on met les mains dans la glissière, on peut donc suivre la ligne qu'impose la glissière. Et à un moment donné, il y a une petite patte métallique qui nous dit qu'il y a un cartel en braille juste à côté et que l'œuvre à toucher se trouve juste au-dessus. Donc, tout est fait pour nous aider. Et le mobilier qui peut paraître un peu vieillot, a des formes arrondies. Il n'est pas très haut. Il permet aussi aux fauteuils roulants de pouvoir facilement se glisser, comme là vous le voyez à l'écran au Louvre. Vous voyez, on voit bien qu'ils ont prévu l'espace pour les fauteuils roulants pour que tout le monde puisse toucher. Quand on prévoit un tel dispositif, il faut penser aux personnes qui sont en fauteuil. Il ne faut pas que les œuvres soient trop hautes. Et tout est à réfléchir. Également les cartels, écrits en braille ou pas. En tout cas, il faut que ce soit écrit en assez gros. Alors, il y avait une galerie aussi, une petite galerie, quelques œuvres tactiles à Besançon au départ. Donc là, je montre quelques images, vous voyez, avec justement les cartels où on voit une signalétique qui dit que la main peut y aller, hein, on peut toucher. Vous voyez, comme on s'interrogeait au musée, comment signaler aux visiteurs les œuvres qui peuvent être touchées. Et puis, bien sûr, à Montpellier, donc l'exposition qui a démarré. Alors, à l'écran, je vous présente les plans au départ de Montpellier. Montpellier qui a donc voulu organiser cette exposition en collaboration avec le Louvre, avec un dispositif qui ensuite allait pouvoir voyager de ville en ville. Donc ce sont des modules, les fameux meubles, et il y a une forme qui ressemble un peu à un haricot qu'on voit sur le plan. Et chaque musée va en fait intégrer ce dispositif, ce mobilier, au lieu dans lequel il va intégrer la galerie tactile. Mais en fait, il y a une grande liberté pour chaque ville qui accueille la galerie tactile, puisque suivant l'espace dont on dispose, on va peut-être pas pouvoir accueillir tous les modules. Nous, on a de la chance à Bordeaux, puisqu'à la Galerie des Beaux-Arts, il y avait énormément d'espace, donc j'ai pu, vous voyez, rajouter en tant que commissaire d'exposition des espaces enfants, une nouvelle vitrine, voilà, des choses qui ne vont pas être possibles, par exemple à Nantes, puisque l'espace sera beaucoup plus petit. Alors, dans certaines villes, la galerie tactile était gratuite aussi. Nous, à Bordeaux, les expositions à la Galerie des Beaux-Arts sont toujours payantes. Voilà, ça, c'est aussi des différences qu'on a pu voir dans les villes. Alors, l'art et la matière, donc vraiment, tout est parti au départ du réseau FREM, avec des reproductions au début pour Montpellier, c'était des œuvres de Montpellier et des œuvres du Louvre. Mais après, quand on a mis en place la galerie tactile qui allait voyager, c'est donc, comme je vous l'ai dit, une œuvre par musée qui a été choisie. Alors ça, c'est le parcours à l'écran que je mets qui était initial. Donc ça devait être Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux, Rouen. Mais il y a eu un grand changement, puisqu'en 2021, il y a eu le Covid. Donc ça, ce sont les dates qui étaient prévues au départ, mais il a fallu tout changer avec la crise sanitaire, je vous en parlerai ensuite. Donc à Montpellier, ça a été un véritable succès, puisque l'exposition était vraiment
inventer, imaginer avec des personnes non-voyantes. Et ça, c'est très, très important parce que souvent, les personnes qui ne voient pas, et vous pourrez peut-être nous le dire tout à l'heure quand on parlera à la fin, souvent, moi, quand je reçois des personnes malvoyantes ou non-voyantes au musée, souvent, les dispositifs qui sont proposés par les musées, je parle de ça il y a 15-20 ans, n'étaient pas adaptés du tout, puisqu'ils ont été conçus par des personnes qui voyaient. Aujourd'hui, on essaie vraiment que ce soit des personnes qui ne voient pas, qui participent à la réalisation de ces outils, puisque évidemment, c'est plus facile quand on a l'expérience de ne pas voir. Alors, en 2016-2017, quand Montpellier a voulu donc créer cette galerie tactile, elle a fait appel à une entreprise qui est assez connue au niveau international, s'appelle Tactile Studio. Ça se trouve à Pantin. Alors, ils sont un peu les spécialistes de la médiation avec des œuvres que l'on peut toucher. Ils ont des prix très très chers et ils sont pas toujours appréciés par, je sais, les personnes qui ne voient pas, parce que j'ai eu plusieurs expériences, et notamment de Nicolas Carati qui travaille au musée d'Aquitaine et qui est un médiateur non-voyant et qui me disait que lui, voilà, il préférait d'autres entreprises. Mais enfin, en tout cas, Tactile Studio est une entreprise qui est très connue pour ses réalisations. Aujourd'hui, peut-être que si on devait refaire la galerie tactile, on le ferait peut-être avec des œuvres originales. Et en 2016, on s'est dit on va refaire des œuvres en utilisant de la résine et la poudre de marbre, mais peut-être qu'aujourd'hui, on ferait appel à des sculpteurs qui referaient des reproductions des œuvres. Ça, c'est une question. Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre carrément le matériau d'origine? Moi, je sais que ça m'avait étonné au départ quand il avait été décidé, voilà, de faire des reproductions en résine et pas du tout en pierre, en marbre ou en bois. Puisque ça paraissait plutôt logique. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est peut-être le choix qu'on aurait dû faire parce que les reproductions coûtent très très cher. Et au niveau assurance, c'est pareil. Et quand il y a des restaurations à faire, c'est aussi cher que sur une œuvre normale. Donc, je pense que si des musées veulent reproduire leurs œuvres, ils ont un intérêt à faire appel plutôt à des artistes locaux ou plutôt que de faire en résine. Mais bon, là, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Hein. Alors justement, là, je vais vous montrer maintenant une série d'images, puisque quand l'entreprise Tactile Studio avait fait les fameuses reproductions des œuvres, on a vu ce qui avait été fait, mais on n'était pas tout à fait content pour plusieurs œuvres, notamment la Bacchante de Bordeaux et l'œuvre de Rodin. Les détails n'étaient pas assez précis. Donc on avait fait intervenir des associations de non-voyants et ils n'arrivaient pas à trouver certains détails au toucher. Donc c'était pas bon. Donc on s'est adressé à l'entreprise, on a dit voilà qu'il fallait peut-être revoir ses œuvres parce que sachant que l'exposition allait voyager, il fallait que ce soit parfait. Et donc on s'est rendu sur place, on a fait beaucoup de photographies des œuvres originales et un sculpteur est intervenu et on s'est tous retrouvés à Pantin dans l'entreprise. Donc là vous voyez les photographies et à l'écran on voit une personne qui a un pull bleu. C'est une personne non voyante et il a testé donc toutes les sculptures pour dire voilà ce qui convenait, ce qui n'allait pas, enfin au toucher, ce qu'il n'arrivait pas à sentir. Et ça a permis à l'entreprise d'affiner les œuvres qui n'étaient pas du tout réussies, puisque souvent c'était dans des détails qui n'étaient pas poussés, c'était trop. Le modelé n'était pas bien rendu, ou des détails de rose, par exemple pour la Bacchante, pour les dents de la sculpture la Bacchante, on ne sentait pas la différence. Donc oui, il a fallu faire un travail supplémentaire sur certaines œuvres qu'on a jugées pas du tout idéales. Alors là, par exemple, vous voyez, le sculpteur montrait comment avec un caillou, il allait pouvoir reproduire dans la matière l'aspect d'une œuvre de Rodin, puisque Rodin, c'est le non fini, donc le marbre n'est pas lisse. Donc voilà, le sculpteur expliquait comment il allait pouvoir se rapprocher au plus proche de l'œuvre de Rodin, parce que faire du Rodin avec de la résine, c'est pas évident, hein, pour arriver au résultat qu'on voudrait vraiment parfait. Donc on voit les outils qui sont utilisés, et là vous voyez l'œuvre avant qu'elle soit teintée pour être à la couleur du marbre. Donc là, vous voyez, on est en train de discuter sur cette photographie, on voit qu'on discute autour de la reproduction pour essayer de voir tout ce qui ne va pas, hein, pour améliorer l'œuvre. Et donc après, il y avait la personne non-voyante, donc qui vraiment vérifiait et essayait de comprendre vraiment tout ce qui pouvait être amélioré pour que l'œuvre soit parfaite pour le toucher. Alors pour la Bacchante de Bordeaux, il s'agissait de refaire les perles dans la coiffure qui n'étaient pas assez fines, les roses et les dents, le détail du drapé aussi.
Et c'est une sculpture qui est très connue pour son sourire et pour ses dents découvertes. Hein, c'est ce qui avait fait le scandale. Et voilà, donc après, nous avions les photographies de l'œuvre originale pour comparer. Et le sculpteur disposait vraiment de beaucoup d'images pour pouvoir se rapprocher vraiment de l'œuvre originale. Alors, il y avait aussi eu un problème par rapport à l'œuvre de Marta Pan, que vous allez découvrir après. C'est une œuvre en noyer, et il fallait vraiment que l'œuvre tourne bien. Donc là, il y a eu tout un travail, vous voyez, pour que ça fonctionne. Ça, c'était les séances à Pantin pour améliorer les 3 œuvres qui n'étaient pas vraiment réussies au départ. Donc oui, ça fonctionne le micro ? Oui. J'ai cru que c'était arrêté. C'est depuis 2016 qu'on travaille pour qu'elle soit vraiment bien. Alors le montage concrètement, quand l'exposition arrive dans une ville, c'est avec un gros camion, hein, vous voyez, c'est pas rien quand ça arrive. Et en général, c'est une entreprise donc qui vient avec vraiment toute une équipe qui est là pour monter les œuvres et les installer, donc qui connaissent les modules, les dispositifs, et ils font ça en 3 jours à peu près. Vous avez d'ailleurs à l'écran voilà, les personnes qui sont venues à Bordeaux pour monter l'exposition. La personne qui est à genoux s'appelle Pierre Susini, lui il est spécialiste justement, c'est lui qui a inventé le mobilier pour cette exposition. Et vous voyez, dans chaque ville, ils viennent et ils installent l'exposition en fonction d'un plan qui a été défini au départ. Donc ça, le montage, c'est un montage classique d'exposition. Voilà. Après, on va adapter au lieu. On a changé, par exemple, le Voltaire, il est en général placé au centre du dispositif, mais à Lille, ils l'ont passé en dehors. Chaque ville va adapter en fonction souvent quand même de l'espace, hein. Et surtout des unités de passage, puisque dans certains musées, les lieux pour cette exposition sont parfois trop restreints. Donc, il faut toujours penser au passage des fauteuils, aux unités de passage, et c'est ce qui parfois n'a pas permis de toujours vouloir, enfin, de faire ce qu'on voulait, pardon. Alors, l'exposition, elle est partie à Lyon. Permanente. Donc, elle a eu un grand succès, mais elle était séparée un peu de la collection permanente par la cafétéria du musée, par le coin. Et il y avait eu énormément de visiteurs. Chaque musée, en fait, va choisir l'œuvre qu'il va mettre dans un dispositif avec un rideau, parce que parfois certaines personnes ne mettent pas de bandeau. Et chaque ville va changer en fait l'œuvre qui est à droite là à l'écran, qui est cachée donc derrière un rideau noir. Donc à Lyon, vous voyez à l'écran donc le dispositif, et au fond sur le mur vous apercevez des photographies et des grands rectangles gris. Sophie Calle avait participé, avait présenté des œuvres. Vous voyez, donc il y a à chaque fois un petit côté inédit à chaque ville. Donc là on voit les dispositifs. Alors après on avait réfléchi à l'entrée comment dans chaque musée s'occuper des casques et des masques, des bandeaux, hein, puisqu'il faut que les gens prennent un bandeau propre et qu'à la fin, ils reposent leur bandeau pour qu'il soit lavé, nettoyé. Donc, c'était aussi toute une réflexion par rapport au gel hydroalcoolique, voilà comment on adapte dans les musées tout ce côté pratique de se laver les mains et en même temps se bander les yeux. Alors, dans l'exposition, il y a des vidéos qui sont diffusées, donc dans chaque ville, on a adapté. Vous voyez, à Montpellier, c'était dans un tout petit couloir, ils avaient mis une télévision. Et dans l'exposition, il y a toute une diffusion d'interviews de spécialistes de la sculpture. Il y a un film sur la fonte, comment faire un bronze. Et à Lyon, il y avait donc les œuvres de Sophie Calle qui complétaient, comme on le voit ici à l'écran, avec des citations. Donc ça, après, ça n'a pas voyagé dans les autres villes. C'était spécifique à la ville de Lyon. Et on voit donc des personnes qui sont en train de découvrir la première tablette tactile, qui permet de se préparer au départ. Alors là, je fais diffuser des images de l'exposition de Lyon. Alors, oui, ce sont toujours les mêmes meubles qui vont voyager, mais par contre, les couleurs seront différentes d'une ville à l'autre. À Rouen, c'était orange, hein, les murs. Donc, ça donne un effet très différent avec le bleu de fond des cimaises. Donc ça, je fais défiler des images de l'exposition de Lyon avec un sol en carrelage à Lyon. Et on voit que tout était réuni dans une grande salle rectangulaire.
Alors, il y avait eu un vernissage, et là, justement, on voit au centre de l'image Emily Van Esbroek, qui est la directrice de Frame, du réseau Frame. Et à droite, ici, c'est la responsable du service des publics qui avait donc à Lyon donc mis en place cette galerie tactile. Et je vous montre quelques images. Vous voyez, c'était les premières fois qu'on voyait donc cette exposition avec un vernissage. Bien sûr, il y a eu la crise sanitaire. Donc l'exposition n'a pas pu suivre son parcours habituel. Donc les œuvres ont été stockées. Il a fallu tout arrêter puisque une exposition a touché, quand on nous dit qu'il faut plus toucher nos courses, qu'il faut se laver, qu'il faut vous rappeler les débuts de la crise sanitaire quand on a appris qu'on ne pourrait plus aller au travail, qu'on resterait chez soi. C'était évidemment un événement pour les musées. Le musée des Beaux-Arts était totalement fermé, par exemple, à Bordeaux, vous vous rappelez aussi. Ça a duré très très longtemps. On faisait des visites avec des masques à la reprise. Donc l'exposition est partie à Rodez alors que c'était pas du tout prévu au départ. Elle a fait 2 villes, Visy et Rodez, avant de reprendre son parcours normal. Et au lieu d'aller à Bordeaux, elle est partie à Rouen. Alors à Rouen, la scénographie, elle s'est établie sur 2 salles. Donc à l'écran, je montre des images où l'on voit donc en vue aérienne la présentation à Rouen. Vous voyez qu'elle n'était pas très grande puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'espace. Ils ont dû enlever quelques modules. Ils ont eu beaucoup de visiteurs. Alors eux, ils avaient mis des télévisions dans la salle avec en grand écran et c'était pas tellement regardé par les gens parce que justement c'était dans la salle où se trouvaient les œuvres à sculpter. Et on s'est rendu compte qu'il valait mieux que tout l'espace film soit en dehors parce que sinon les gens n'écoutaient pas. Alors à Lille, l'exposition a eu lieu, mais le regret de Juliette Barthélémy, qui s'occupe de la médiation et des publics, c'est de ne pas avoir intégré le dispositif avec les casques. Parce que là-bas, ils ont mis en place ça, ils ont regretté après coup de ne pas l'avoir mis au début. Alors à Lille, ça a eu tellement de succès, il y a eu 65 000 visiteurs, que l'exposition a été prolongée d'1 mois, puisqu'elle devait s'arrêter en février. Vous voyez, elle s'est prolongée jusqu'au 12 mars. Ils nous avaient demandé l'autorisation à Bordeaux de pouvoir faire 1 mois de plus. Et à Lille, c'était très joli parce qu'il y avait ça se passait dans ce qu'on appelle la bulle. Et donc là a été inventée une signalétique sur le thème de la main et du toucher. Et tout ça a été récupéré ensuite par nous à Bordeaux. On l'a intégré aux couleurs de l'exposition. Mais à Lille, donc tout ce que vous voyez ici sur la bulle, là, il y a par exemple des mains qui proposent un yoga des mains, toute une signalétique sur le toucher, la main. Mais tout ça, nous, on l'a remis à Bordeaux, mais à l'intérieur même de l'exposition, parce que nous, on ne pouvait pas le mettre à l'extérieur. Il y a aussi des textes, des petits modules avec la main qui transcende, la main qui lit, voilà, donc tout un discours qui a été inventé à Lille et qui maintenant va suivre l'itinérance. Voilà. C'est à chaque ville après d'adapter avec son graphiste et d'adapter au mur, au cimaises. Donc vous voyez la main qui touche, il y a les expressions de la main, demander la main, une main courante, avoir la main verte. Donc ça rythme les 6 messes de l'exposition. Et puis, yoga des mains, mais aussi la main anatomique, la main spirituelle, la main culturelle, la main thérapeutique. Donc ça complète l'exposition. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors, à Lille, justement, ils s'étaient demandé au début s'ils allaient travailler sur le thème de l'œil. Puis ils se sont dit, ben non, c'est le toucher, on va faire la main. Mais au départ, ils ont commencé dans les réunions à parler d'intégrer l'œil. C'est un peu bizarre parce que c'est vrai quand même, avant tout, on est dans le toucher. Donc la main spirituelle, la main divinatrice. Voilà, donc tout ce dispositif de signalétique, je trouve, apporte beaucoup à l'exposition. Ça permet de faire des petites pauses dans le toucher. Alors, ce que je remarque par rapport aux visiteurs qui viennent, c'est que certains sont fatigués au bout de 2-3 sculptures et arrêtent, alors que d'autres veulent faire toutes les sculptures. Bon, ça, c'est propre à chacun, ça dépend comment on va réagir. Il y a un yoga des mains. Alors là, vous voyez, j'avais photographié des dames qui, à Lille, jouaient le jeu du yoga des mains avant de découvrir les œuvres. Alors là, vous voyez les photographies de Lille. Alors, à Lille, ça se passait donc à l'intérieur de la rotonde. Le Volcker n'était pas placé au centre. Et à Lille, la particularité, c'est qu'ils avaient un très gros budget. Donc, ils ont demandé à Tactile Studio de créer dans leur collection permanente des modules qui vont tout le temps rester.
Et vous voyez donc à côté, donc vous voyez au premier plan une table avec des éléments à toucher, ça parle de la technique. Et derrière, il y a l'œuvre originale et vous remarquez qu'il y a une petite main barrée pour expliquer aux visiteurs qu'ils peuvent toucher ce qu'il y a devant, mais pas la sculpture derrière. Donc eux, ils ont fait ce choix de présenter dans l'exposition même, dans la collection permanente, un dispositif qui parle des techniques de la sculpture. Ils n'ont pas de problème, pour l'instant, les gens respectent bien. Ils ne touchent que ce qu'il faut toucher. Donc, vous voyez, c'est tout un dispositif qui a coûté très cher, mais ils avaient, je pense, eu un mécénat qui leur a permis de créer cela. Après, ça, c'est l'exemple d'une petite mallette qui part hors les murs, vous voyez, pour compléter l'exposition, où on explique au public comment on crée un moule et comment on peut faire après un bronze. Alors, dans les expositions, en général, il y a toujours eu des citations aussi sur les murs, comme ici, il me semble que mes mains m'instruiraient mieux que vos yeux. Ça, c'est Diderot, Lettres sur les aveugles. Donc, si vous venez à Bordeaux, voir l'exposition, il y a beaucoup de citations qui rythment l'exposition. Alors, justement, au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, tout se passe à la galerie, c'est la Bacchante qui a été choisie. Dans les autres villes, elle était placée derrière le rideau. Alors, nous, on s'est dit, non, on va pas la cacher. Il faut qu'elle soit à l'honneur et que ce soit la première sculpture dans la galerie tactile. La voici. Et donc, on a fait toute des séries d'images pour parler de l'exposition. Et le plan, au départ, vous voyez, quand on met en place la scénographie, on réfléchit par rapport aux espaces. Et à l'écran, donc, j'affiche un plan qui, en fonction du lieu, essayait de mettre au mieux en valeur les différents modules de l'exposition. La particularité à Bordeaux, c'est qu'on a rajouté, on le voit sur le plan avant, ici à droite, 2 œuvres de Denis Monfleur qui peuvent être touchées. Elles se ressemblent, l'une est en bois, l'autre est en bronze. Et c'est un petit dispositif en plus pour le public. Également, j'ai pu mettre une vitrine en place par rapport à Carpeaux, puisque au centre de l'image, à l'écran, vous avez un tableau de Carpeaux qui fait partie de la collection du Musée des Beaux-Arts, associé à des dessins, des études de main. Et de chaque côté de la vitrine, il y a des listes d'expressions qui emploient le mot main. Donc à Bordeaux, vous voyez comment ça a été conçu. Avec le Voltaire au centre, la Bacchante à gauche, et puis après sur les murs, à droite, on aperçoit un alphabet en braille à relief. Ça n'avait pas été fait dans les autres villes. Donc c'est en bois, et c'est un alphabet qu'on peut toucher. Il y a un mot à traduire, c'est la rieuse, en braille. Dans l'exposition à Bordeaux, il y a une petite salle consacrée donc au film. On a aussi imaginé un petit quiz sur la sculpture. Là, vous voyez une personne qui est en train de faire le quiz, et vous avez un tableau au mur que j'ai pu sortir des réserves, qui est une œuvre de José Ostria, un peintre bolivien, un artiste cubiste, vous voyez, qui représente un personnage qui tient un bloc. Donc c'est une belle peinture qui se complète l'exposition. Et on voit là le module avec les matériaux. À Bordeaux, il y a eu un petit film qui a été tourné par Mola, et puis il y a eu beaucoup de presse, beaucoup d'articles. Là, je mets un exemple, par exemple, d'articles sur l'exposition. Alors ensuite, l'exposition, elle doit partir à Nantes. Normalement, elle aurait dû terminer à Bordeaux. Et à Nantes, voilà l'affiche qu'ils ont choisie, puisque l'œuvre de Nantes, c'est Martha Pan, l'œuvre en noyer. Donc là, c'est une image qui n'est pas encore diffusée, mais ce sera l'affiche de Nantes, puisque chaque ville, à chaque fois, a mis en couverture l'œuvre de son musée. À Nantes, il n'y aura qu'une petite salle, donc ça va être limité. Ils ne vont pas pouvoir mettre tout ce que nous, on a mis à Bordeaux pour les modules. Alors, il y avait plusieurs projets au départ. Mais donc, ça donne un espace quand même beaucoup plus restreint à Nantes, pardon. Donc, vous voyez, à chaque fois, on imagine comment on peut mettre au mieux ces fameux modules. Alors, les modules, il y a la première salle nous permet de préparer ses mains. Ensuite, on touche avec son corps. C'est un des premiers espaces. Avec, pour grande figure, une œuvre de Houdon, l'été, qui est une œuvre une ronde bosse. Il y a un jeu avec des aimants à l'arrière. On le voit peut-être bien à droite ici, puisque les aimants nous permettent, sur cette simèse qui reproduit en ombre blanche la silhouette de l'été, il s'agit de jouer avec les aimants et de remettre le bon matériau sur l'endroit. Par exemple, je ne sais pas si je m'explique bien, mais le personnage l'été tient dans sa main gauche un arrosoir, donc on va mettre l'aimant en métal sur l'arrosoir.
Donc ça, c'est un petit jeu. Et on aperçoit dans ce module des petits espaces où les enfants vont aimer mettre leurs mains parce qu'il y aura des petites matières à toucher qui sont donc cachées à l'intérieur. Donc toucher avec son corps, il y a l'atelier du sculpteur avec les différentes techniques. Et ensuite, le module le plus apprécié, c'est toujours prière de toucher, puisque là, ce sont toutes les reproductions à toucher. Voilà, donc à l'écran, vous avez ça. Alors, les œuvres, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elles sont toutes figuratives, à l'exception de Martha Pan, Balance en deux. Et elles ont été choisies vraiment pour qu'il y ait différents matériaux, mais aussi plusieurs époques représentées. Donc à Bordeaux, moi j'ai mis en place dans l'exposition une chronologie pour que le public puisse vraiment replacer les œuvres dans leur contexte, dans leur histoire. Alors tout d'abord, donc 10 reproductions d'œuvres. Donc là, je vous les fais défiler. Donc on voit la Corée, la Vierge à l'Enfant, un buste de femme d'un artiste anonyme, la Bacchante de Bordeaux, l'Ange déchu du musée des Beaux-Arts du Palais des Beaux-Arts de Lille, la Martha Pan de Nantes. Alors plusieurs œuvres. Donc la Corée. Donc la Corée, ça veut dire jeune fille en grec. Son pendant masculin, c'est le kouros. Donc c'est un type de sculpture donc de la Grèce archaïque. Sur l'acropole d'Athènes, ces statues de jeunes gens étaient dédiées à Athéna, la déesse protectrice de la cité. Donc en général, ce sont des figures assez hiératiques. Et l'œuvre donc qui est présentée dans l'exposition, elle a une carrière assez puissante. C'est une jeune fille qui sert l'offrande d'un oiseau contre son buste, mais l'oiseau a été cassé. Donc oui, la reproduction respecte l'œuvre originale. Elle est vêtue d'une fine tunique, recouverte d'un manteau de laine. Elle est coiffée du polos. La chevelure est crantée et elle a des boucles d'oreilles qui sont délicatement ciselées, qui parent son visage très gracieux. Il faut imaginer que ces œuvres étaient colorées au départ. Et quand on est devant l'œuvre originale, on voit d'infimes traces de polychromie, du rouge, du bleu, du jaune, qui sont parfois perceptibles donc sur les Corées. Donc la réplique, elle est donc dans l'exposition. Et souvent, les gens ont des difficultés à trouver la partie haute. Ils ne comprennent pas ce qu'elle a sur la tête. Et puis, elle a un bras quand même assez imposant pour une femme. Voilà, enfin, l'œuvre originale. Voilà. Alors ensuite, dans l'exposition, il y a... Donc, je vous ai mis d'autres exemples de Corée pour que vous voyez, mais nous, c'est vraiment celle que vous avez vue au tout début. Ensuite, il y a une Vierge à l'Enfant, donc une toute petite statuette cette fois. Donc, c'est vrai que dans l'exposition, il y a des œuvres monumentales et des œuvres beaucoup plus petites. Donc là, l'œuvre originale est en défense d'éléphant. Évidemment que là, on a utilisé de la résine. La Vierge est vêtue d'un long manteau, d'une robe dont les plis amples ne dissimulent pas complètement les formes féminines. Elle serre tendrement l'enfant Jésus, qui porte sa main droite à la bouche. Le visage ovale, le grand front bombé et les yeux en amande de la Vierge évoquent une beauté caractéristique de l'époque. L'ivoire, évidemment, était utilisé au Moyen-Âge, mais ne l'est plus aujourd'hui pour les œuvres d'art. Donc cette matière organique douce et soyeuse se prêtait tout particulièrement au polissage. Et dans le cadre de la dévotion privée, ces statuettes pouvaient être touchées pendant la prière. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la caresse de dévotion. Donc il y avait vraiment l'idée d'être dans l'intimité avec la Vierge Marie. Donc ici, c'est une œuvre qui a été réalisée par les ateliers des moulages de la Réunion des musées nationaux, puisqu'il y a quelques œuvres qui n'ont pas été réalisées par l'entreprise Tactile Studio. Alors, les visiteurs, en général, ne trouvent pas toujours l'enfant. Ils se demandent ce qu'elle a dans les mains quand ils touchent, sans voir. C'est amusant parfois les commentaires. Voilà. Alors ensuite, vous avez... Alors, je vous ai mis quelques exemples, bien sûr, de Vierge à l'enfant. Après, il y a ce beau buste en médaillon anonyme. Donc là, c'est un haut relief. Donc ça permet, vous voyez, quand on a aussi des scolaires, de rappeler le vocabulaire de la sculpture. Bas-relief, haut relief, scacciato, rond de bosse. Donc celui-ci représente une femme au buste dénudé, qui semble émerger donc d'un médaillon. Il devait orner à l'origine un édifice de la ville de Vienne, en Isère. Ses yeux sont mi-clos, ses lèvres entrouvertes. Elles suggèrent
une image troublante et sensuelle. Elle est coiffée d'une toque à plumes, ses cheveux sont retenus par une résille, à l'exception d'une mèche qui est nouée au-dessus de son front, ornée d'une ferronnière. Cette dernière apporte une petite touche de raffinement. On peut voir la rondeur des épaules, l'ovale du visage, l'inclinaison de la tête. La plume, en général, les personnes ont du mal à la trouver en touchant. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. Donc c'est une œuvre de la Renaissance qui rappelle les thèmes de la femme, de l'amour, chère au poète Ronsard et Louise Labbé. Alors après, dans l'exposition, il y a beaucoup d'œuvres du sculpteur Houdon, puisque tout part de Montpellier, et à Montpellier, il y a le fameux Voltaire de Houdon. Houdon qui était sculpteur de l'Académie royale de peinture de sculpture, qui a réalisé plusieurs Voltaires, qui est vraiment une de ses œuvres très très célèbres. Il avait moulé véritablement son masque mortuaire. Il a réalisé des grands bustes des philosophes, Diderot, Rousseau. Il avait fait le portrait du roi Louis XVI. Donc il est très connu pour ses visages et surtout parce qu'il crée des yeux très réalistes en creusant la pupille des yeux, ce qui donne des regards très très prenants. Donc il est connu principalement comme portraitiste. Il est très précis et on admire souvent donc le caractère vivant de ses œuvres. Alors le Voltaire, il a été reproduit en multiples exemplaires. Donc là, on rappelle les méthodes commerciales de Houdon, puisque souvent il proposait un marbre, mais après il faisait jusqu'à 30 tirages en plâtre d'une œuvre, et il faisait payer les tirages supplémentaires. Donc c'était toute une organisation de production. Donc le Voltaire, il est d'un réalisme saisissant. Et en général, voilà, toutes les personnes qui le touchent arrivent à trouver que c'est un homme, qu'il est vieux, mais ils ne trouvent pas toujours que c'est Voltaire. Hein. Parfois, il y a des personnes qui pensent que c'était une vieille femme aussi. Au toucher, il y a parfois des erreurs. Voilà. Donc, grand sculpteur de l'époque de Lumière. Alors, dans l'exposition, on présente deux autres œuvres de Houdon. Donc, la Frileuse, que vous voyez à droite, et L'été, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce sont des œuvres très, très célèbres de l'artiste, les saisons. Alors, elles sont en taille réelle, donc c'est très intéressant de les toucher dans l'exposition, puisqu'on est vraiment en face à ces œuvres et on peut les faire tourner. Notamment, on peut faire tourner l'hiver. Alors, Houdon avait fait un peu scandale aussi avec ses œuvres, puisqu'il ne respectait pas l'iconographie traditionnelle. En général, pour l'hiver, on représente plutôt un homme âgé dans la neige. C'est plutôt la vieillesse qui va représenter la saison de l'hiver. Et lui, il représente une belle jeune femme. Alors, c'est pas son visage qui a choqué les contemporains, c'était ses belles fesses à l'air, puisque la Frileuse, justement, sa particularité, elle est toute nue. Et alors, dans l'exposition, beaucoup de gens vont toucher les fesses de la Frileuse, puisque forcément, on essaie de voir si elle est habillée ou pas. Et ça devient un jeu, bien sûr, la galerie tactile, puisqu'on doit essayer de trouver comment est le personnage. Beaucoup de visiteurs ont des difficultés à trouver sur quoi elle s'appuie, puisqu'elle s'appuie sur une vasque cassée. Et il y a le petit morceau au pied du fameux élément. Et donc, c'est assez époustouflant. C'est vrai que c'est une sculpture superbe. Et puis, L'été, CRS. Elle ne tourne pas dans l'exposition. Il faut faire le tour pour la toucher. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Bon, ce qui est intéressant, évidemment, c'est le charme des sculptures de Houdon. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais peut-être pas trop développer parce que j'ai encore des images. Après, donc, bien sûr, l'œuvre de Carpeaux du Musée des Beaux-Arts, la Rieuse, on l'appelle la Bacchante numéro 2, la Bacchante aux roses. Elle est issue du groupe célèbre La Danse à Paris, sur l'Opéra Garnier, où on voit le génie de la danse entouré de ces femmes nues. Imaginez le scandale à l'époque lorsqu'elle est présentée à Paris, elle va être maculée d'encre, cette œuvre. On ne comprend pas qu'on puisse représenter sur un monument français des femmes et des hommes et un homme qui éprouve le plaisir, parce que, vous voyez, ce sont des personnages totalement nus qui expriment la joie, l'extase, le plaisir. Donc, c'est ce qui ne passe pas à l'époque. Surtout qu'en sculpture, on n'était pas habitué à voir les dents. Alors, il y avait eu Le Petit Pêcheur napolitain, quelques œuvres qui représentaient des enfants souriants, mais une femme qui exprime du plaisir,
ça ne passe pas, mais en fait, c'est une certaine hypocrisie du 19e, on le sait, puisque beaucoup de tableaux aussi ont fait scandale. Le tableau de Gervex, Rolla, l'Olympia, le déjeuner sur l'herbe. C'est toute cette époque où il y a une certaine hypocrisie face au nu et à la sensualité. Les Bacchantes aux roses, elles vont avoir un grand succès. Elles vont intégrer les maisons dans ce qu'on appelle les dessus de cheminée, puisque ce sont des œuvres de petite dimension qui peuvent intégrer les intérieurs bourgeois et qui vont être souvent très appréciés par les collectionneurs, puisque il y avait la mode des animaux, des combats d'animaux, comme les œuvres de Barye, et les nus et les Bacchantes. Je vous mets plusieurs exemples. Ah, il manque un H à celle-là, à Bacchante. Et là, vous voyez d'autres artistes, voilà, qui ont traité ce sujet, qui souvent est un prétexte, voilà, pour représenter la sensualité. On se rappelle qu'Alexandre Dumas, au sujet de l'œuvre de Carpeaux, disait: le travail de cette figure majeure de la sculpture française était plus vivant que la vie. Voilà, et c'était une actrice qui avait posé, elle s'appelait Mademoiselle Miel, pour ce sujet. Alors après, dans l'exposition, il y a l'œuvre de Rodin. Alors j'ai mis quelques images des œuvres de Rodin très célèbres, notamment la cathédrale, le Penseur, le monument à Balzac. Mais aussi la particularité des œuvres de Rodin, c'est qu'elles sortent du bloc et c'est non fini. Alors pour le toucher, c'est compliqué quand on touche une œuvre comme ça qui est à peine sortie de son bloc. Et justement, je trouve que l'œuvre de Rodin est peut-être la plus difficile au toucher, puisque deux personnages sont représentés. Et c'est pas du tout facile de discerner les deux figures qui sont entremêlées. Donc deux figures enchevêtrées qui semblent s'extraire du bloc de marbre. L'une d'elles, un ange, gît sur un rocher, le corps cambré, ses ailes déployées sur le sol. Donc l'œuvre de l'ange déchu, c'est une œuvre emblématique de la sculpture moderne. Rodin avait puisé son inspiration dans plusieurs sources, en particulier l'Enfer de Dante, la chute d'Icare, mais aussi dans certaines autres œuvres. La sculpture originale était taillée dans du marbre, elle était exécutée en 1875, elle était conservée au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc c'est un bloc de marbre blanc qui mesure 41 cm sur 80, pour que vous ayez une idée de la taille. Donc ce sont deux figures nues. Donc là, je vous ai parlé de la première. La seconde, c'est une femme assise et penchée avec délicatesse sur le visage de l'ange et l'embrasse. On remarque la poitrine ronde et voluptueuse mise en valeur par le bras droit qui est replié au-dessus de la tête. La main droite est mêlée à la longue chevelure, tombant avec souplesse jusqu'au socle. Les cheveux côtoient les plumes de l'aile droite épandues sur le rocher. Les attributs sont traduits avec une grande fluidité qui contraste avec la surface irrégulière du socle qui met en valeur l'aspect satiné des corps. La tête de la femme est en fort relief et sa chevelure est assez volumineuse et ondulée. Elle est ramenée sur l'épaule droite, laissant l'oreille gauche apparaître. Donc la femme s'incline sur le visage de l'ange, difficile à percevoir parce que lui, il est en faible relief. Donc là, je vous donne un peu l'exemple de description. Quand on écoute à l'audioguide, les audiodescriptions, ça va être très précis, ça va permettre, en touchant, d'avoir une description de l'œuvre. Par exemple, à la naissance de l'épaule, le bras disparaît sous la nuque de l'ange, la main réapparaît sous le bras droit, comme pour tirer celui-ci, donc l'ange, vers elle. Donc c'est un sujet tragique de l'ange déchu, chanté par le poète Charles Baudelaire au XIXe, qui est représenté ici par Rodin, avec une créature très douce et parfaite. Voilà, donc c'est un sujet bien sûr qui nous rappelle comment Rodin fait surgir la forme de l'informe. Et les figures à la surface sont polies, soyeuses, animées par le mouvement et l'émotion. Et de cela, tout cela émerge de la matière brute, seulement équarrie. Donc c'est peut-être pour moi, à mon avis, quand on découvre l'exposition. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça aussi. Parce que le fait qu'il y ait deux corps, les gens n'arrivent pas à comprendre en fait à qui appartient, où se trouve la tête du deuxième personnage. Et ça, c'est l'œuvre à Lille, l'œuvre originale que je montre à l'écran. Alors ensuite, il y a Bourdelle dans l'exposition, avec la tête de l'éloquence, une tête surdimensionnée. C'est une version en bronze
de celle qui figure au monument en hommage au général Carlos Alvear, acteur de la libération sud-américaine. Le monument a été érigé à Buenos Aires. C'est un ensemble monumental qui a été commandé à Émile-Antoine Bourdelle à l'occasion du centenaire de la Révolution argentine en 1910. Il se compose de 4 figures représentant la victoire, la force, la liberté et l'éloquence. L'éloquence qui est choisie. Et l'éloquence, elle est représentée avec un personnage, alors, le monument à l'écran, qui a la bouche entrouverte. Donc là, je vous montre les photos du fameux monument. Donc les 4 figures, on les voit sur les 4 coins du socle de la statue équestre. Elles ont été reproduites et se trouvent dans différents lieux. Par exemple, là, vous voyez, au Japon. On les retrouve au musée Bourdelle à Paris. Si vous ne l'avez jamais visité, il faut le visiter. Et voilà les détails des têtes. Donc le torse de la victoire qui se trouve au musée Bourdelle, Ingres Bourdelle. La force qui se trouve à l'écran, là ici. La victoire. Donc vous voyez l'œuvre qu'on a choisie pour la galerie tactile, c'est la fameuse tête de l'éloquence. Alors Bourdelle, il avait mis 14 ans pour faire ce fameux monument. Je ne sais pas si vous le connaissiez. On sait que c'est probablement Rodolfo Alcorta qui a influencé la commission dans le choix de l'artiste. Donc il y avait une amitié. Bourdelle avait réalisé déjà plusieurs œuvres. Et c'est en 1913 que la maquette avait été acceptée, le contrat avait été signé. Et c'est du granit qui va être utilisé pour l'œuvre. Donc l'artiste va mettre beaucoup de temps à réaliser tout cela, puisqu'il y a la guerre aussi. Il va suspendre son travail, le reprendre. Donc c'est vraiment une œuvre très importante. Et donc la tête de l'éloquence, elle est intéressante puisqu'elle va permettre aux visiteurs vraiment de comprendre la technique du bronze. Elle est placée d'ailleurs dans la salle des techniques. Et volontairement à Bordeaux, on a choisi de ne pas refaire la patine de la fameuse tête pour que ce soit didactique. Là, par exemple, à l'écran, elle apparaît telle qu'elle est normalement lorsque sa patine est parfaite. Après 65 000 visiteurs qui ont touché cette reproduction à Lille, la patine est partie, donc elle a un côté doré. Et nous, on a choisi à Bordeaux de ne pas la restaurer pour que les gens se rendent bien compte que toucher, ça abîme, que ça enlève la surface. Mais elle est presque plus jolie puisque ça donne de la lumière sur la tête. Voilà. Alors après, il y a une autre artiste dans l'exposition que les gens ne connaissent pas en général, j'ai remarqué, ou très peu. Bon, là, j'ai mis quelques œuvres, bien sûr, de Bourdelle à la suite. C'est Martha Pan. Est-ce que vous connaissez Martha Pan un petit peu, ce qu'elle fait Non. Alors justement, je vous ai mis des images et je vais vous parler un petit peu d'elle. Donc, vous voyez, 1923-2008. Alors, à l'écran, je mets une image d'elle. Donc, plutôt, là, elle est un petit peu plus âgée, parce que vous allez la voir dans des images tout à fait au début de sa carrière. Donc, elle a été formée à l'Académie des Arts de Budapest. Elle s'est installée à Paris en 1947. Elle avait 24 ans. Elle s'est souvent inspirée des végétaux. Alors, elle aimait beaucoup le thème de l'oignon, des coques, des racines. Elle a souvent dessiné les articulations selon des plans très rapprochés, avec beaucoup de sensualité. Et donc, c'est vraiment une artiste qui va s'intéresser beaucoup à la sculpture et à l'architecture. Alors, dans l'exposition, on voit l'œuvre Balance en deux qui date de 1957 et qui a la particularité de bouger puisqu'elle a un pivot qui ne se voit pas. Et c'est très, très agréable à toucher. Alors, dans les œuvres de Martha Pan, il y a toujours le dynamisme et l'équilibre. C'est en 1954 que l'artiste s'essaye à la sculpture sur bois dans les ateliers de Charles Barbery, un menuisier établi en Corse qui réalise des menuiseries de pans de verre, des unités d'habitation qu'André Wojnowski édifie avec Le Corbusier. Il va être le compagnon de l'artiste. Donc, avec une étonnante maîtrise, elle aborde alors 3 types de formes abstraites. Certaines de formes d'apparence simple, qui frappent par le dynamisme qui se dégage d'elle. D'autres vont être articulées.
Alors, je vais vous montrer plusieurs œuvres. Donc, elle a utilisé des bois, des végétaux au départ. Et puis après, elle va être très connue pour ses œuvres. Certaines vont flotter, hein, vous allez voir. Donc, c'est une artiste très, très étonnante. Elle aime créer un point d'équilibre dans ses œuvres. Et donc, dans les œuvres en bois, notamment noyer, il y a un pivot et deux masses différentes avec le pivot au centre. Voilà, donc elle va créer des sculptures flottantes, donc Otterlo notamment. Donc en général, ces sculptures, elles vont mobiliser des ingénieurs, des industriels, des ouvriers. Donc dans ces œuvres, il y a souvent la forme est essentielle et la matière. Donc là, à l'écran, je fais diffuser des images de l'artiste lorsqu'elle était jeune. Là, on la voit avec André Dworzhenski dans son studio de dessin. Alors, je lis un peu pour vous qui ne voyez pas. Dans la maison de Saint-Rémy, vers 1560. Donc, on la voit devant son bureau. Donc, c'est un couple qui est très intéressant parce qu'ils ont travaillé ensemble. On connaît bien sûr d'autres exemples d'artistes comme ça, de couples qui ont créé. Et avec Marta Pan, il y a une double composante onirique et mathématique dans ses œuvres. Elle a fait des séries de pulses exécutées en bois, puis des séries de plexiglas avec des formes rondes, cylindriques ou lenticulaires. Voilà, elle a beaucoup travaillé sur les matériaux. Et dans ses œuvres, il y aura une relation intime avec l'architecture. Elle va petit à petit modifier sa pratique en prenant des distances avec la taille directe. Elle va imaginer, dessiner, transposer sa création sous forme de plans précis, faire réaliser ses œuvres en usine. Donc elle va vraiment créer beaucoup d'œuvres à la fois sur l'eau, comme on le voit à l'écran. Donc ce sont souvent des formes rondes, très douces, des sculptures flottantes. Donc, je vous montre quelques exemples. Par exemple, à New York, ici, une sculpture qui a ensuite été déplacée à Dallas. Donc pour elle, la sculpture fait partie intégrante de l'architecture. Donc ce sont souvent, vous voyez là, je vous fais défiler plusieurs sculptures flottantes à l'écran, donc qui ont souvent des couleurs très vives, orange. Par exemple, ici, on voit une sculpture qui ressemble un petit peu à un poisson. Voilà, donc orange qui flotte sur l'eau. Donc ce sont des formes très pures. Alors ici, une photographie du jardin de sculpture de la Fondation Marta Pan, qui est sa propre maison. Voilà. Donc ici, sculpture en granit installée dans le jardin du musée des Beaux-Arts de Grenoble. Donc elle a beaucoup travaillé pour les hôpitaux, l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le centre hospitalier universitaire de l'hôpital Necker. Voilà, donc ça donne vraiment des œuvres très diverses, mais en tout cas, où on remarque toujours ces belles formes, ces belles courbes. Elle a donc dans la série des œuvres en bois, comme celle qui est présentée à l'exposition, il y a le Tech, vous voyez, j'en fais défiler plusieurs. Celle-ci, elle peut faire penser un peu à des œuvres Picasso, le baiser, sur la plage. Chacun y voit ce qu'il veut, mais... Voilà, donc elle a travaillé aussi en collaboration avec l'architecte Jean Dubuisson. Puis elle est très connue aussi pour son maison-atelier, où là vraiment elle va œuvrer avec André Woganski. Donc elle va bâtir cette maison qui est un manifeste, comme je l'ai écrit là, esthétique, moderniste, dans lequel le couple n'a cessé de lier art et amour. Donc c'est à la fois l'architecture, la sculpture, vous voyez, à l'écran. Donc on voit la maison avec des formes pour l'époque, bien sûr, très modernes. Et à l'intérieur, vous voyez beaucoup de sculptures aussi. Donc je ne sais pas si vous connaissiez son travail. Peut-être que vous aviez déjà vu ses œuvres sans savoir que c'était elle, Marta Pan. Et donc elle va être à l'honneur à Nantes puisque c'est l'œuvre du musée des Beaux-Arts de Nantes qui fait partie de la galerie tactile. Donc vous voyez, c'est une artiste. Alors il y a beaucoup de choses sur elle sur Internet, beaucoup de livres, d'ouvrages sur le couple puisqu'ils ont travaillé ensemble. Voilà, il y a pas mal de choses sur Internet aussi. Donc elle travaillait vraiment sur des projets territoriaux. On disait que c'était une pionnière de l'art accessible à tous. Et elle aimait beaucoup que ses œuvres puissent être touchées.
On le comprend avec les œuvres en bois, parce qu'on voit qu'elles sont mobiles et qu'on peut vraiment les déplacer, mais en général, on ne voit pas le pivot qui fait tourner l'œuvre. Voilà, donc les sculptures flottantes. Elle a été exposée dans des grands musées, l'ensemble de son œuvre a été reconnu. Elle a été couronnée au Japon, voilà, par des prix. Bon, elle est morte en 2008 et elle avait conçu à l'époque plusieurs maquettes de la série des Portes. Voilà. Donc c'est vraiment une artiste qui, vous voyez, a beaucoup pensé au côté tactile dans ses œuvres et du lien entre la sculpture et l'architecture. Voilà, donc dans l'exposition, vous voyez, ce sont des œuvres de différentes époques, c'est ça qui est intéressant, et ça donne au toucher vraiment une impression que c'est pas facile de toucher une œuvre déjà, et qu'il y a vraiment une méthodologie du toucher. C'est ce qu'on découvre en visitant l'exposition Prière de toucher l'art et la matière, puisque si on joue le jeu vraiment de ne pas voir les œuvres avant, on a vraiment cette découverte par les mains qui est très, très riche. Voilà. Alors souvent, ce que me disent les visiteurs, c'est qu'ils n'arrivent pas toujours mentalement à recomposer ce qu'ils touchent dans leur esprit, puisqu'ils touchent des morceaux, mais ils n'arrivent pas à avoir une idée générale. Et souvent, quand ils enlèvent le bandeau, ils font ah, ben j'avais pas imaginé ça. Ça, c'est ce que j'entends souvent. Même s'ils reconnaissent, voilà, Bourdelle, par exemple, ils imaginent la tête énorme. Et les gens disent, oh là là, mais je pensais que le nez était beaucoup plus gros. Voilà, donc c'est certain qu'on se rend compte que notre vue nous aide énormément dans l'appréhension d'une œuvre en général quand on visite un musée.